Les amis, bonjour, comment allez-vous? Quand on est une petite dizaine, nous y allons tout de suite. D'accord? On ne va pas perdre de temps. Surtout qu'en réalité, mon plus gros motif de satisfaction, c'est qu'on ne soit pas trop nombreux. Moi, j'aime bien avoir cette petite conversation fraternelle avec des amis le dimanche soir, sans que ça ne vire à l'hystérie. Ça me gêne, moi, en fait. Ça me gêne. J'ai un côté élitiste complètement assumé, hein. Moi, je suis un fils d'Afrique qui croit en nos traditions africaines. Et toute l'histoire de notre tradition africaine est basée sur l'élitisme. Quand à l'époque, nos ancêtres organisaient des agoras, ceux qui avaient le droit de prendre la parole dans un espace public, c'était les sages. Voilà. Donc, je considère que le savoir a un coût, hein, c'est beaucoup d'argent. Essayez de passer un master professionnel à Sciences Po ou dans une autre grande école, vous verrez combien vous dépensez d'argent pour acquérir ces savoirs précieux. Et c'est pourquoi, c'est parce que voilà, le savoir libère et l'ignorance condamne. Donc, devrait y aller tout à l'heure. C'est toujours passionnant de voir, de suivre justement ces masters. Vous avez un conférencier qui arrive. Dans le cadre de Sciences Po, vous avez des gens comme Étienne Moujolt, à l'époque, qui dirigeait certains masters, qui arrivent et puis ils n'ont pas un papier, hein, et puis ils se mettent à vous transmettre quoi? Eh bien, ils vous transmettent l'essentiel de l'expérience qu'ils ont accumulée au fil du temps. On parle de choses concrètes, on ne parle pas de connaissances uniquement livresques. On parle de choses concrètes qu'on a implémentées dans le cadre de son travail. En l'occurrence, lui, c'était l'ancien directeur général de TF1. Donc, vous imaginez, s'il doit vous tenir sur un cours de communication de crise ou de gestion de crise, vous imaginez, hein, avec tout ce qu'ils ont vu passer durant toutes ces années. Donc, voilà. Vous allez bien, les amis? Est-ce qu'il y a qui est avec nous là? Essayez de vous signaler comme d'habitude, hein, faites-nous un petit coucou. En nous donnant vos noms, en fait, en nous signalant juste que vous êtes là, et si vous nous entendez 100 sur 5, si le son est bon, s'il n'y a pas de problème de ce côté. D'accord? Allez, faites-le comme ça, on gagne du temps, s'il vous plaît. On a qui avec nous? Le grand D'Angelo, il est là. Il y a aussi Luc avec nous. Kléber, ouais, Kléber qui est depuis l'Angleterre. Bonjour Kléber, comment vas-tu, chef frère africain? Très épris de l'idée que l'Afrique, en tout cas le Cameroun, doit avancer et on est en train d'y travailler. Ça va arriver plus vite que beaucoup ne l'espèrent. Vous savez que quand on a passé 42 ans dans cette situation, et qu'on vous dit que cette situation peut changer, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde qui y croit. Alors, et il y a Narcisse Dipita. Bonsoir, cher Narcisse. Comment allez-vous et où est-ce que vous vous connectez d'où, s'il vous plaît? C'est important pour nous d'avoir un tout petit peu la cartographie des gens qui nous regardent. Et puis, je crois qu'on ne va pas trop tarder, il faut qu'on y aille. Ça fait 4 minutes et c'est précieux, 4 minutes un dimanche soir. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, je suis de très très bonne humeur, très en forme, après des vacances méritées. Ma vision des choses n'a pas changé. Je crois qu'elle est même plutôt confortée par des faits d'actualité qui sont là, devant nous, sous nos yeux. Il y a quelques mois à rebours, nous mettions à nu ce gros système mafieux, en réalité, qui fonctionnait de manière sournoise, hein, qui était caché. Très peu de gens savaient que ça ne sert à rien de porter plainte à certaines personnes au Cameroun, parce qu'en fait, c'est une organisation intelligente mettant en scène les différents services de l'État, gendarmerie,
parfois police, les tribunaux, donc procureurs, et puis le personnel politique, les médias achetés pour reprendre des versions et pour organiser des assassinats sociaux. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à l'un de ces personnes, à l'une de ces personnes, eh bien, il a la possibilité de payer dans la presse pour que qu'on vous repande des rumeurs sur vous, bref, qu'on vous détruise votre image. Alors, j'en parlais il y a quelques mois. Je à des années-lumière d'imaginer qu'on aurait une belle illustration venant de qui? Eh bien, venant des propres acteurs. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez formidable. Hein. Moi, pour ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Tout-Puissant, je me demande comment ils font. Vous voyez, on a à peine parlé. Dès que on a dit, il y a à la gendarmerie, il y a un tel, il y a un tel. Les semaines qui suivaient, on a entendu que les messieurs concernés, notamment le colonel Mesme Lundu, eh ben, il avait emprisonné des jeunes garçons dans une sorte d'histoire. Bref, on a eu une démonstration de l'abus de pouvoir dans notre pays et puis de la collision qu'il peut avoir entre les différents services. Hein, parce que notamment pour cette affaire, il s'est servi d'une relation de proximité qu'il avait avec une juge qui a donc tranché de manière complètement arbitraire et envoyé des jeunes gens en prison. Et donc, on est à peine sorti de ça, que l'histoire de Savom est arrivée, et donc, tous les jours, nous avons la République qui se met à nu toute seule. Je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, moi, ça ne m'étonne pas. Je vous ai dit que l'histoire de notre pays est régie par des forces supérieures. Ces gens qui sont là aujourd'hui, c'est nos ancêtres qui leur ont fait confiance. Et puis, ils n'ont pas été à la hauteur, ils ont trahi cette confiance. Vous vous rappelez la fameuse chanson quand le président Biya venait d'arriver au pouvoir, elle passait en boucle dans les médias, Paul Biya, nous, machin, quelque chose comme ça, et il y avait un refrain qui disait jamais, jamais tu ne trahiras. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas aujourd'hui? Pas du tout. Hein, on est sur une trahison, mais sur toute la ligne. Ces gens, ils vont être frappés de la manière la plus dure dans leur karma. Et quand je dis frapper de la manière la plus dure, ce ne sera pas que leurs descendants. Ils vont vivre ça de leur vivant. Et ça a commencé. Alors, je vous raconte tout ça. Il y a des choses, vous en avez entendu parler pour certains. Il y a quoi, il y a 5 ans, en 2019, j'arrive à Paris. Et puis un jour, j'ai un copain qui bossait à l'Élysée à l'époque, qui m'appelle et qui me dit ben, tiens, je suis dans un cabinet d'avocats, je suis avec un ami, tu connais un certain fils du président Biya, Georges Baronla Je lui dis oui, bien sûr. Et il me dit parce que bon, voilà, je suis avec des amis dans un cabinet, il y a un dossier sur lui, est-ce que tu me permets de te les passer pour qu'il parle avec toi? Et donc, on me passe un avocat au téléphone. Et ce dernier me dit, bon voilà, nous on est en train de faire nos enquêtes depuis parce qu'on a un dossier, on a un client qui s'est fait escroquer 500 000 euros, voilà, donc à peu près 300 millions de francs CFA, par quelqu'un qui s'est présenté comme étant le fils du président de la République, mais qui travaillait de commun accord avec la première dame, Madame Chantal Biya. Et eux, donc leurs clients, c'est des armateurs à qui on a vendu l'idée d'avoir des marchés. Ils sont venus d'ailleurs avec leur bateau jusqu'au Cameroun, sauf qu'ils sont restés longtemps en haute mer sous les promesses de oui, il faut d'abord donner 500 000. La maman a demandé 500 000, donc ils ont donné les 500 000 euros. Ensuite, on a dû renflouer les caisses. Ils se sont retrouvés à payer le séjour parce qu'il a dit ben non, moi je suis si je descends à Douala, je dois être à l'hôtel. Donc ils se sont retrouvés avec des factures de 6 millions d'hôtel tous les mois. Ils ont trouvé que c'était un peu lourd. Donc pour freiner freiner la cadence, ils ont dû lui prendre une villa en location à Douala. Donc ces gens-là, ces avocats, donc ils me racontent voilà, sont nos clients et vraiment on est outrés. Et après leur avoir perdu du temps, pris tout cet argent qui était supposé aller à Madame Biya, il n'y a rien qui s'est passé. Donc au bout d'un moment, ils ont remballé leur clic et leur claque, ils sont repartis en Europe, bien escroqués comme il faut. Je vous parle des affaires de 2019. Donc
Et par la suite, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont raconté tout le malheur qu'ils ont vécu dans notre pays. Donc, à l'époque, cette histoire mettait déjà en scène qui? Elle mettait déjà en scène Madame Biya. Donc, elle apparaissait, son nom apparaissait via Georges Gilbert Baronla, qui a été l'auteur de cette arnaque, cette escroquerie, s'il faut appeler ça comme ça. Hein. Je vous en parle. Donc, ces gens-là, bon, j'ai pas pu faire prospérer leur affaire longtemps parce que vous voyez, si la principale incriminée c'était Madame Biya via Georges Gilbert Baronla qui se revendiquait d'elle, un peu comme les autres se revendiquent aujourd'hui d'un tel ou d'un tel. Je vous évoque cet épisode juste pour que vous compreniez très bien que, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui existe dans notre pays depuis toujours. Donc ça n'a pas prospéré, ces gens ils ont perdu cet argent, hein. Ils sont plus jamais rentrés en possession de cet argent et ils n'ont non plus le service qui était promis. Donc, oh là là, nous sommes attaqués. De toute façon, vous savez comment ça se passe, hein. Si on est attaqué, il n'y a pas de problème, on va refaire une communication qui va être postée ultérieurement. En général, c'est ça, c'est dans l'ordre des choses. Quand on fait des communications qui peuvent être dérangeantes, la plupart du temps, l'armée de soldats numériques que nous avons en face viennent attaquer. Et puis quand ils attaquent, ça se coupe et tout. Donc si ça se coupe 2, 3 fois, on va arrêter. Et puis je vais vous faire une communication au calme qui sera diffusée ultérieurement. Voilà. Donc, ça, ce que je vous raconte là, c'est en 2019. Là, récemment, on a entendu parler d'une histoire de gens qu'on a arrêtés parce que, moi, je me souviens de quelque chose. Hein. Et c'est pour ça que ça m'amuse toujours quand j'entends dire qu'il y a des choses qui se font au Cameroun et que le président ne serait pas au courant. Mais franchement, de vous à moi, comment on gouverne pendant 42 ans un pays sans avoir l'information stratégique de ce pays? Vous-même, vous pensez que c'est possible de garder le pouvoir, le conserver pendant 42 ans si on n'a pas le levier numéro un de la conservation du pouvoir qui est l'information? Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit possible que le président soit ignorant de tout ce qu'on raconte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il faut se poser la question. Et là, je suppute si ce n'est pas quelque chose de bien organisé. Surtout que, je vais vous faire une autre confidence. L'ancien directeur de cabinet civil, euh, Martin Bellinguet-Boutou, l'ambassadeur Martin Bellinguet-Boutou, vous savez, il se passait quelque chose de formidable à son temps. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Il était réputé d'être champion des rapines en tout genre. Donc, vous alliez lui verser de l'argent pour faire quelque chose, il ne le faisait pas. Et puis, si vous essayez de vous plaindre en faisant remonter l'affaire au vieux, eh ben, il n'y avait quasiment pas de suite. Ben, il n'y avait pas de suite, pourquoi? Parce qu'il était à un tel niveau de complicité avec le vieux, ça je peux vous le dire, hein, et je ne crois pas trahir en secret, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens dans la République qui doivent être au courant de ça. Martin Bellinguet-Boutou, quand vous alliez le voir pour certaines affaires, eh ben, il en referait, il allait dire au vieux, il y a tel petit qui vient nous proposer 200 ou 300 millions parce qu'il va avoir tel truc. Et le vieux de s'esclaver. Mais Martin, ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent fous et tout et tout. Et quand la personne remettait l'argent, il allait montrer l'argent au vieux. Ce vieux qui disait, allez, tu en fais ce que tu veux. Et le jour où, donc il y avait des problèmes là-bas et tout, ce qui se passait, c'est que vous écrivez des lettres, vous avez beau écrire tout ce que vous voulez au vieux, ben, ça ne prospérait jamais. Mais pourquoi? Ben, parce qu'à la base, il était au courant il avait été mis au courant, hein. En tout cas, je ne dis pas toutes les fois, mais dans beaucoup de cas, il était au courant de choses qui étaient en train de se tramer. C'est pour ça que je dis que, vous savez, faisons très attention. Il y a, les Camerounais, ils adoptent ça, la fuite en avant, c'est-à-dire qu'il y a des situations, on sait à peu près qui sont les responsables des situations, mais on a tendance à toujours vouloir s'attaquer aux plus faibles, c'est-à-dire d'aller prendre des seconds couteaux et leur faire porter le chapeau
d'organisations qui ne peuvent pas exister dans une république comme celle du Cameroun, où l'essentiel des services sont consacrés à quoi, pardon? L'essentiel des services sont consacrés à la préservation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personnalité qui compte au Cameroun qui ne soit pas écoutée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas monter certaines choses sans que la République, en tout cas au sommet, les bulletins quotidiens du Cameroun, au-delà de toute la part bidonnée, hein, et même le vieux, il le sait qu'il y a des enquêtes, quand vous le commandez à la DGAE ou dans d'autres services, il sait qu'il faut toujours qu'il fasse doubler ces enquêtes parce que la plupart du temps, eh ben, ces services sont corrompus, donc on lui envoie des versions qui sont complètement falsifiées au gré des intérêts de ceux qui le font. Ça arrive tout le temps, même moi qui vous parle. On a écrit des notes à l'époque en 2018 sur moi disant que j'étais un infiltré de Canito qui était venu prendre le parti républicain et tout. Et c'est parti toujours du palais. C'est du palais qu'on m'appelait pour me dire mais fais attention, voilà la note qui est parvenue au vieux sur toi aujourd'hui. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que ces services-là sont dévoués à une seule chose, la préservation du pouvoir suprême par le président. Donc vous ne pouvez pas, au Cameroun, il faut dire ça à des naïfs, il n'y a aucune organisation intelligente qui peut se mettre en place au Cameroun pour poser des larcins, pour poser des forfaits comme tous ceux dont on entend. Si le sommet n'est pas informé, c'est impossible. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, vraiment arrêtons d'attaquer des pauvres collaborateurs auxquels on fait porter des chapeaux, pour peut-être des histoires où ils sont que on les oblige d'être des seconds couteaux, quoi. Hein, c'est-à-dire, tu es là, ben, c'est pas toi qui vas aller dire non, mais cette affaire même qui se passe là, j'ai la bénédiction, ou alors c'est le sommet qui m'a demandé de le faire. Hein. Je vais vous raconter une autre histoire. Vous avez entendu parler de l'histoire des ordinateurs, 500 000 ordinateurs qu'il fallait offrir à des étudiants camerounais, et puis après c'est avéré qu'il y avait comme d'habitude eu un gros détournement. C'est M. Fameux Ndongo qui était montré du doigt en tant que ministre de l'enseignement supérieur. J'ai pas beaucoup de sympathie pour Fameux Ndongo, hein, tout le monde le sait ici, je trouve que c'est quelqu'un d'arrogant et d'incompétent. Mais la vérité nous recommande de dire que le pauvre type a été utilisé comme fusible dans cette histoire. Parce que aussitôt le marché est tombé, aussitôt qu'il a reçu un coup de fil de la présidence, et je parle, il viendra peut-être démentir, puisqu'ils n'ont pas de couilles, tous ces gens-là, et ils tiennent tous à leur poste. Mais aussitôt le marché est tombé, aussitôt qu'il a reçu un coup de fil de la présidence, Madame Biya notamment, lui disant c'est mon affaire, c'est mon marché. Et donc, quand c'est comme ça, vous êtes ministre, s'il y a des papiers à signer, vous les signez, mais vous ne savez pas ce qui se passe par la suite. Sauf que s'il y a un grand scandale à la clé par la suite, ben, le grand scandale, c'est vous qui l'assumez en tant que la personnalité. Vous vous rappelez qu'il y a d'ailleurs un 20 mai, pendant que je ne sais plus si c'était un 20 mai ou c'était... ça devait être un truc, une présentation de vœux. Monsieur Famendongo, quand son tour arrivé, il a voulu garder la main du président longtemps en essayant de lui dire Ama, ça va dougoua, hein, c'est Nala, Nana, madame. Donc pendant qu'il essayait de parler, le président lui faisait signe que ouais, il faut qu'il y aille et tout. Donc il se retrouve à se justifier comme un petit enfant. Et des cas comme ceux-là, c'est des cas qui sont légion. C'est des cas qui sont légion. Donc vraiment, qu'on arrête de de courir dans la tête des Camerounais. Hein, des histoires comme celle-là où on prend des petits-enfants. C'est qui ces enfants dans la République du Cameroun? Ils sont personne. Ils ne peuvent exister que parce qu'il y a des organisations qui portent la bénédiction du sommet de l'État qui sont mises en place pour agir. Hein? Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des cas et des cas. Et je trouve décevant, hein, que ce soit aujourd'hui un autre sujet qu'on nous sorte pour monopoliser l'attention des gens pendant que des vraies choses sont en train de se tramer de manière souterraine. Mais qui peut croire tout ce qu'on a vu là? Qui peut croire qu'il y a des gens qui travaillent au secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun? Qui peut croire qu'il y a des gens qui travaillent à la DGE, à la gendarmerie du Cameroun, qui sont impliqués dans des affaires et qui travaillent pour eux? C'est pas possible.
Et je ne pense même pas que ceux qu'on pointe du doigt, c'est-à-dire qu'il y a même des fortunes au Cameroun. Il faut que vous en ayez conscience. Des fortunes au Cameroun qui sont officiellement portées par des gens, mais ce n'est pas ces gens qui sont les vrais propriétaires. Hein. Quand on en parle, en décembre 2018, je reçois un coup de fil d'un ami, hein, vous savez, on se rend des services. Quand vous êtes journaliste, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Bon, vous n'en parlez pas toujours, vous dites pas toujours tout, parce que c'est la loi de notre métier. Hein. On dit 40% de ce qu'on sait et les 60 autres, bon, allez, c'est pour notre culture générale personnelle et on peut se partager ça en off entre personnes de bonne compagnie et personnes capables de savoir respecter la loi du off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voyons beaucoup de choses. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, bah, tiens, il y a un avion qui vient de votre cher Cameroun, qui va atterrir non, c'est pas La Haye, Amsterdam. Oui, Amsterdam. Il y avait une fameuse banque là-bas qui s'appelait ABN AMRO. Et puis l'avion transportait des devises en liquide envoyées par quelqu'un dont je connais le nom, mais bon, allez, on va pas accabler les uns et les autres aujourd'hui, de la présidence de la République du Cameroun, hein, plus de 6 millions d'euros en devises. Hein, voilà. Donc il y a un jet qui est affecté, qui va déposer cet argent. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme les nôtres pensent être fuités, mais en réalité ne le sont pas, l'opération a été infiltrée par les services d'un autre pays européen, dont je ne dirais pas le nom, et ces services-là, ils se sont substitués à l'agence qui devait faire le transport des fonds. Vous comprenez un tout petit peu? Donc là, l'opération était infiltrée depuis le Cameroun jusqu'à ce que cet argent soit déposé dans une banque. Alors, vous irez dans ce pays, hein, et quand je parle là, je sais que les concernés se reconnaissent, vous allez voir des enfants nés en 1900, en 2000, 2017 ou de 2005 qui ont des comptes qui sont achalandés à hauteur de millions d'euros. Mais ils ont travaillé où? Quand? Quoi? Pour avoir des comptes comme ça. C'est-à-dire, nos gens sont vraiment d'une légèreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'argent perdu, d'office. Parce que ce qui va se passer, c'est que dès que le pouvoir, la lumière va s'éteindre sur ce pouvoir actuel, tout ce qu'ils ont pu garder, on est au courant de tout. On sait tout, partout, ils ont mis de l'argent. Aujourd'hui, ils ont diversifié les caches. Ce n'est plus beaucoup en Europe. Hein. Ils ont fait quasiment le tour du monde. Hein. C'était Maurice, l'Afrique du Sud, beaucoup de Nigeria, l'Asie, Singapour. Ils ont fait quasiment le tour du monde. Dubaï maintenant, avec beaucoup de sociétés écrans. Ils se reconnaissent, ils savent de quoi je parle. Mais si moi je suis au courant de ça, vous imaginez le nombre de gens importants qui ont la capacité de mettre pause le moment venu, qui savent ça. Donc, ils ont des petits-enfants qui se retrouvent là, l'enfant né en 2000, je sais pas moi, 15, il a un compte qui a abondé à hauteur de 7 millions d'euros. Pourquoi? Parce que maman a pris et puis voilà, elle met en son nom, elle pense pouvoir se cacher de cette manière. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Donc, pour vous dire, histoire de sortir de ce sujet, que, vous voyez, on est encore dans la distraction. D'accord? Ce n'est pas les jeunes que j'ai vus là, ce n'est pas eux qui peuvent être en train de créer un système d'intelligence. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun parce que toute l'histoire de l'administration camerounaise est construite autour de la sauvegarde du pouvoir du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils ne jouent pas avec l'info. Ils ne jouent pas avec l'info. Vous ne pouvez pas vous lever, vous commencer à faire des choses si la bénédiction ne vient pas de haut. Et les gens que vous voyez même accusés, qui sont autour du président ou autour de ça, ce n'est pas toujours eux les coupables. Je vous dis que ce n'est pas toujours eux les coupables. Il y en a des bien bonnes, on les racontera à d'autres occasions. Alors, voilà, il y a Tani Dieudonné qui dit le président est bien au courant de ce qui se passe. Via Pelé Bellingham, tout le douanier. Ben oui, ah ben voilà, Diodo, vous voyez que moi je ne suis pas un mytho, hein, je ne parle pas beaucoup des choses que je ne connais pas. Quand je l'ouvre, c'est pour dire des choses que je connais, que je ne peux pas toujours prouver, pas toutes, je ne peux pas toutes prouver, mais je parle des choses qui existent et qui, voilà, parce que soit je les ai vécues directement, comme le cas de l'histoire de l'avocat, soit elles m'ont été rapportées par des acteurs directs. Donc, oui, effectivement, donc le président, il sait, hein, il n'y a pas de... qu'on arrête de tromper les Camerounais.
Vous savez, faites attention aux gens qui ne parlent pas beaucoup. Et c'est le cas du président Biya. La plupart du temps, ce n'est pas juste qu'ils sont adorateurs du silence. La plupart du temps, c'est qu'ils ont tellement de cadavres que voilà, ils ne savent pas, en l'ouvrant, qu'est-ce qui pourra fuiter ou qu'est-ce qui pourra. Donc, ils prennent la posture de la fermer. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il y a une mafia au Cameroun, mais la tête de la mafia n'est pas ce que les gens croient. Parce que même sur les acquisitions, on vous dit, il y a tel collaborateur du président qui a 3000 hectares de terrain. Vous pensez que c'est 3000 hectares pour lui, de vous à moi, hein? Pas 3000 hectares pour lui. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que je dis à tous les petits tribalistes qui n'ont rien compris de l'histoire de notre pays, sortez de ce truc. Parce que si on vous raconte les collisions de qui fait quoi avec qui, ben, vous comprendrez que le Cameroun, c'est une grande famille. Et là où vous allez chuchoter au nom d'un tel, pensant qu'il y a une proximité géographique avec la personne chez qui vous allez bavarder, parfois cette personne a plus de liens avec celui que vous pensez éloigné de lui. Hein? Vous voyez, vous avez entendu la banque à Freeland apparaître dans cette histoire-là, où il y a de l'argent qui... vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Fokam, en tout cas le patron de cette banque, mais il faut connaître quand même l'histoire des gens de notre pays. Hein. Fokam, il a été enseignant de comptabilité au collège Lissouk à Yaoundé, hein, il y a quelques années à rebours. Comment on fait pour devenir un gros banquier en ayant quasiment un monopole sur pas mal d'affaires, de marchés de l'État, à votre avis, au Cameroun? Vous pensez que nous sommes dans une société où, par le simple effort personnel, individuel, le mérite, on peut s'élever pour faire des choses? Mais non, tout est sous contrôle. Donc, la banque à Freeland, vous devez le savoir aujourd'hui, c'est quelque part une propriété des billards, d'où toutes les opérations qui se passent là-bas. Comprenez? Et c'est même peut-être parce qu'il y a quelques petites mésententes, quelques petits bisbilles, que vous voyez que l'histoire de la Société Générale qui ferme au Cameroun, elle n'est pas immédiatement rachetée ou absorbée, donc son réseau absorbé par Afriland. Mais sinon, ça se ferait. C'est ce qui se ferait. C'est la même famille. C'est les mêmes gens. Et Fokam, il doit ce qu'il est devenu au président Biya, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ce n'est pas le seul. Hein. Ils sont nombreux. Je connais même des patrons de médias qui ont été fabriqués de toutes pièces et qui jouent le jeu d'opposant parce que c'est le rôle qu'on leur a écrit. Faites l'opposant comme ça pour l'opinion publique internationale. Ça montre que nous, on est un pays de démocratie où il y a de la liberté et compagnie. Donc faites vraiment très attention. Le Cameroun n'est pas ce que vous voyez ou ce que vous entendez les gens dire. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel niveau de confusion qui est entretenu par quoi? Qui est entretenu et par ceux qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et par ceux qui sont manipulés parce qu'on leur envoie des bribes d'informations qui vont permettre d'en rajouter à la confusion. Et donc, du coup, on est dans une grande cacophonie qui fait que les Camerounais eux-mêmes ne savent pas où ils en sont très exactement. Donc, voilà. Tagne Dieudonné, mais merci Dieudo pour votre générosité. Oui, tout à fait. Pas que le blanchisseur des barons. Je vous dis que ce que Fokam il est devenu au Cameroun, il le doit au président Biya. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux au Cameroun. Et d'ailleurs, il n'y a aucun, je vous l'ai dit une fois ici, tout ce que vous voyez prospérer au Cameroun, je dis bien tout ce que vous voyez prospérer au Cameroun, ne l'est que par le fait du prince. Si vous n'êtes pas dans la mafia, si vous n'êtes pas adoubé par le palais, vous ne faites rien au Cameroun. Je vous le promets. Donc ne perdez pas votre temps. Si vous n'êtes pas dans cette connexion, ce n'est pas la peine d'y aller. On va vous tourner, perdre le temps, et puis voilà, ça n'ira nulle part. Donc voilà, juste pour régler le problème africain, parce que j'ai entendu dire, oui, il y a le monsieur qui verse de l'argent à bout de bras, mais il verse de l'argent à bout de bras, les vrais patrons de la banque ne sont pas forcément ceux que vous voyez. Les vrais propriétaires, j'allais dire, ils sont nombreux comme ça. Des prête-noms ou des gens qu'on a propulsés pour jouer un rôle, et puis en retour, ils jouent bien ce rôle. Donc vous voyez, ce n'est pas un hasard si toutes les opérations tournent autour de cette même banque. Non, c'est une fabrication du président Biya, Afriland et compagnie. Donc il faut le savoir,
Si la banque de la famille, toutes les opérations passent par là, c'est tout à fait normal. Tout ce que vous entendez dire là, ne soyez pas plus que ça choqués. Oui, 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 effectivement, Dieudo, il est en Suisse parce qu'il se sent en danger et il a raison de se sentir en danger. Je n'en dirai pas plus. Je m'en fous de leurs histoires. C'est-à-dire que s'ils veulent se tuer, qu'ils se tuent, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas parce que quand il faut monter des associations pour détruire le commun des mortels, les autres Camerounais, ils le font. Donc pourquoi on va... Non, non, effectivement, et je crois qu'il a bien raison de se sentir en danger. Euh, Pourtant un type brillant, hein, en tout cas du peu que j'ai vu, même s'il n'y a pas de réussite 100% non suspecte, mais quand même à la base il y a du brio. Moi, de son passé de professeur de comptabilité à Issouk, ce que nous retenons de cette époque, c'est pas, je ne parle pas des choses d'hier, c'est des souvenirs qui remontent à plus d'une quarantaine d'années. Il a toujours été brillant, c'est-à-dire que le commentaire, les témoignages que ceux qu'il a tenus à l'époque font de lui, ils sont tous dithyrambiques. C'était quelqu'un qui était vraiment à côté des clous et tout, et qui voilà, avait sa vision des choses, déjà très dans la contradiction des systèmes existants et tout. Mais bon, force est de dire qu'il n'a pas pu devenir ce qu'il est devenu au Cameroun sans la bénédiction des BIA, d'où toutes les opérations que vous voyez tourner autour de cette banque, parce qu'en réalité, ils sont les copropriétaires de la banque. Voilà, si on peut dire les choses comme ça, le morceau est craché. Bon, alors, on va évoquer d'autres sujets une fois qu'on est sorti de ça. On va parler d'autre chose. Vous avez vu qu'il y a un nom qui est revenu parmi les jeunes à qui on a essayé de faire porter le chapeau de toutes ces affaires-là. Il y a un certain Bidima. Alors Bidima, je vous parle de lui pourquoi? Je vous parle de lui, pas parce que c'est lui qui est le sujet d'intérêt. C'est qu'il est le fils d'un type qui s'appelait Ernest Elaevina. Ernest Elaevina, c'est un ingénieur agronome sorti major de promotion, de sa promotion, la 7e promotion, de l'école fédérale d'agronomie du Cameroun. Voilà. Donc, sorti major, très brillant, hein, tout le monde est d'accord dessus à l'école. Et puis, l'un des premiers postes qu'il a occupé, il est allé au cinéma, il était adjoint d'un directeur français. À la fin de la coopération, il a pris de plein exercice la direction générale du cinéma. Le cinéma, c'est quoi? Alors, très peu de Camerounais connaissent cette structure. Hein. C'est le centre de l'expérimentation, c'est quoi? Et du machinisme agricole. Voilà, c'est ça, le machinisme agricole du Cameroun. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on va le prendre. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bon, bonjour. Vous- Je suis sur le live de Palmer. Oui, vous êtes sur ce live. On vous écoute. Ouais. Et c'est moi qui t'ai dit qui suis en train d'écrire là. J'aimerais donner plus d'infos, enfin, tout ce qu'il veut dénoncer. Oui, Tant qu'à faire. oui. Et puis, si on sait plus, nous donner des infos en direct. Oui, vous pouvez juste baisser le volume de votre récepteur, s'il vous plaît, pour qu'on n'ait pas un effet Larsen. Ouais, ouais. Voilà, donc on vous écoute alors, Nick. Allô? Oui, on vous écoute, Nick. Non, je vous disais que, puisque Palmer est en direct là, et son intervention, c'est en direct ou c'est en différé? Parce qu'il y a qu'on peut appeler. On est en direct, monsieur. Ok, bon, c'est moi qui suis en décalé parce que ce que j'entends. Oui, c'est normal. C'est normal que vous soyez décalé. Le son n'arrive pas au même Oui. la vitesse. Donc allez-y, allez-y, on vous écoute. Ok. Donc, je vous dis, et par concernant Afriland, en fait, je pense que M. Foucault est aussi co-responsable que BIA
de la destruction du Cameroun. D'accord. Pour une simple raison. Mhm. Vous savez, la collusion entre la structure d'Afriland et la justice a fait en sorte que M. Fokam a spolié tous les Camerounais. D'accord. Je m'explique. Mhm. Sa société civile immobilière, qui en fait en réalité s'est permis de racheter les actifs immobiliers qui étaient en hypothèque à Afriland, ça c'est une chose qui ne se fait pas. Parce qu'à la base, quand vous mettez une garantie bancaire en cas de défaillance, on vend votre bien, on vous rend le reste. Oui. M. Fokam s'est évertué, en réalité, avec sa société Afriland, à spolier tous les Camerounais avec le jeu de crédit ou par la suite, même quand vous remboursez en justice, on vous tourne, on prend votre bien en garantie, on vous fait perdre et à la limite, après, on vous spolie votre bien. Donc, à la réalité, Fokam est un bras armé de Pia où ils ont complètement spolié le Cameroun. Ça, c'est de un. Et de deux, si vous observez aujourd'hui le directeur d'Afriland, qui est son neveu, regardez ses manœuvres, regardez sa proximité avec sa bande d'Aframbien et tout ça. Ça ne trompe plus personne. Donc, à la réalité, ce que vous voulez dénoncer, c'est que les Camerounais n'imaginent pas jusqu'à quel point ce pays est détruit. Il faut avoir fait des affaires là-bas. Il faut avoir côtoyer les gens à un certain niveau social, que ce soit dans la justice ou dans l'exécutif, pour comprendre qu'en réalité, ce que vous dites, j'ai le sentiment que vous vous réveillez très tardivement. Lors d'un de vos lives, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à traiter avec Gilbert Baoula? Parce qu'à la réalité, il était évident qu'il n'a jamais été le fils du président. Mais puisque son passé camerounais, il est connu. Mais comment quelqu'un peut venir jouer ce rôle et personne ne dénonce? Ça prouve à suffisance qu'on en a affaire aux malades. Hein? Vous devez travailler Baoula, vous connaissez bien Nadège, qui a le Strolax à Bali. Vous devez bien connaître Nadège. Bien sûr. Alors, donc, quand je vous donne des indications, c'est pour vous dire que je connais très bien de quoi je parle. Donc, pour vous faire comprendre que quand je vous vois dénoncer, je pense que les Camerounais ne s'intéressent pas pour vos dénonciations dans la mesure où, et si ça aurait été un Congo, ça comme on dit, ils seraient accrochés à ça. Ils ne voient pas jusqu'à quel point leur destin est bousillé. Je vais vous expliquer. L'affaire que je pense au moment du faux amiral, là, il n'y a pas de faux amiral. Je pourrais citer des noms de personnes autres. De toute manière, je suis connu, hein, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous parlez même des gens de la presse qui font semblant de jouer le rôle d'opposant là. Aujourd'hui, j'ai juste une indication. Je suis Prince Tonga, c'est pas du tout. Alors, vous voyez de qui je parle, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, je suis Prince Tonga, je dis que dans ce village-là, je suis connu parce que j'ai fait des affaires et tous ceux qui font n'importe quoi, que ce soit mon cousin direct, le Djega Palace, je suis connu. Mais je ne vais pas dire plus, mais je vais simplement dire que les Camerounais n'imaginent pas à quel niveau ce pays est détruit. Parce que vos dénonciations, je pense que vous venez même très poli, M. Palmer. Vous venez avec beaucoup d'euphémismes, dire des choses les plus graves. Les plus graves parce que à cela, il y a une collusion totale entre la justice et la police. En fait, c'est une criminalité organisée. C'est pour ça que les États-Unis ont classé le Cameroun comme le pays le plus dangereux au monde. Ce qui vous arrive au Cameroun, je ne vous connaissais pas personnellement, mais je savais ce qui se passait dans vos malheurs. Parce que à l'époque, j'étais au centre de beaucoup de choses, à Bonapiso. Je savais très bien ce qui se passait de vos malheurs. Donc, pour vous dire que ceux qui vous écoutent, je prends la peine de... J'appelle rarement, hein, et je n'aime pas de faire appeler parce que Camerounais, quand vous dénoncez, ils font l'amalgame avec tout et ils croient tout connaître. Bon, à vous, je donne quelques indications pour que vous compreniez que c'est de quoi je parle. Alors, même quand Nadège Papa verra que j'ai appelé, elle saura que je sais de quoi je parle. Alors, donc, même votre crédibilité, à un moment donné, je me suis posé des questions.
Comment quelqu'un comme M. Palme, que j'ai connu comme journaliste, enfin en voyant, en lisant vos trucs très courageuses, pouvait aller être le président de Baolac sans être conscient qu'il a fait un farceur en portugais avec des premières classes. En fait, je vous appelais pour vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Baolac n'est pas le fils du président, il est connu, mais on a tellement tambouriné dans l'oreille des Camerounais qu'ils ont fini par penser que ça pourrait avoir même un brin de vérité. Mais c'est là où vous comprenez qu'un monsieur camerounais est très compliqué. Quelqu'un qui n'est pas du président. Maintenant, vous savez, pour savoir si n'est pas du président, c'est même très simple. Hein. Les enfants du président, que ce soit sa fille qui passe tout le temps en boîte de nuit, aujourd'hui, vous allez dans une boîte de nuit, vous prenez un verre, vous faites un ADN. L'ADN de Baolac, vous pouvez l'avoir en 30 secondes, c'est un gros dollar. Donc, n'importe qui peut savoir ça. Savoir si, Baolac ont un lien de paternité. Et je sais que ça a été fait déjà. Non, je ne vous dis pas que. Je vous dis pour vous dire que n'importe qui pourrait le faire. Ceux qui l'ont fait savent la vérité. Alors, quand on laisse dire ça, et il prend les villas des gens, il va dans les hôtels à Douala. Je parle des stades de Starland Hotel à Douala. Il reste des mois, il ne paye pas, il laisse tout Douala. Je vous parle en tant qu'homme d'affaires à Douala. Il escroque tout Douala. Et l'ancien régional, régional, finit par penser qu'il était de l'enfant du président. Les gars des renseignements, quand vous avez affaire à eux, qui devant même tout, ça passe. Quand vous voyez un système qui vous laisse une telle cacophonie, vous n'êtes pas en danger dans un système comme ça. Je ne pense même que vous avez été loupé, hein, vous parlez pas personnellement, parce que vous savez, le Cameroun, c'est un petit pays. Peut-être qu'on se verra en face, on parle. Parce que tellement un petit pays, il suffit d'être introduit à un tel niveau pour savoir tout ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Alors, et surtout quand vous êtes fils des anciens dignitaires comme nous autres. Bon, Tani, c'est pas que je suis militaire, j'ai des jumeaux, mon nom de famille, il est autre. Donc, ceux qui me connaissent savent connaître qui je suis. Ceux qui fouillent un peu plus, j'ai 4000 amis, vous saurez vraiment qui je suis si vous fouillez un peu nos amis en commun. Mais je connais tout le monde. Connaître tout le monde, ça veut dire c'est quoi? Quand je vous vois faire dénoncer avec beaucoup d'euphémisme, je me dis que vous-même, c'est un peu comme Doc Bonny, le médecin cardiologue qui se plaint à l'acheter. Il a dit, mais toi-même, grand frère, vous vous réveillez trop tard. Vous vous réveillez trop tard dans une chose qui est alarmante, hyper alarmante. Parce qu'au-delà de la destruction des souris qu'ils font, ils ont détruit les mœurs, les mentalités, en fait, les valeurs, tout est détruit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a même des faux débats. Je n'ai rien contre mon jeune frère Samuel et tout, c'est un grand footballeur. Mais il y a même lieu de demander si, aujourd'hui, il ne faudrait pas peut-être rendre célèbre un enfant idiot qui viendrait faire toutes les leçons du monde quand d'abord son enfant à l'école. Parce qu'en fait, le temps qu'on passe à former nos enfants, c'est depuis la peine, il faut le jouer au ballon et après ils deviennent des as et des ingénieurs en tout. Ouais. Donc le Cameroun, voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire que vous vous posez la question, pourquoi payer des bonnes sommes à mon enfant si un cancre qui est en Kouloulou, en jouant au football, va venir un jour être génie face à mon enfant, face aux problèmes de société pour lesquels mon enfant était formé à résoudre. Donc, quand vous voyez le cas du Cameroun, vous dénoncez, vous-même qui dénoncez ça, je n'ai pas envie d'être public, mais enfin, en tout cas, même au haut niveau Cameroun, ils me connaissent. Parce que vous, si on vous écoute là, ils vont fuir en 30 secondes, ils seront qui à Paris. Mais je ne parle même pas plus. Mais je dis seulement aux dénonciateurs comme vous là, que mais, vous me faites même rire. Faites rire parce que je me dis, mais est-ce que vous avez vraiment été imposé? Quand je vous dis qu'on a appelé Bellingham le douanier, il ne vous dit pas une chose qui a parlé derrière mon dos. Hein. Non, attendez, je vous dis, M. Palmer, si vous êtes bien introduit, fouillez, vous verrez qu'au plus près de ces gens-là, ils savent qui est Taïdjolomi. Okay. Et vous donneront mon nom réel. Ils savent. Juste après, j'étais au Cameroun pendant 10 je suis rentré au Cameroun en 2008. Après Corona, après, quand j'ai compris le système, après Corona, je suis remonté sur Paris étant malade et je suis pas reparti parce qu'en fait, les enfants avaient grandi et ils sont rentrés en France et comme ils étaient. Enfin. Ok. Le bac là-bas, et après ils sont rentrés, et que la famille rentre à Paris, je suis rentré à Paris. Donc pour vous dire que quoi, M. Palmer, je vous dis à vous qui financiez, je ne suis même pas certain que vous
J'espère que je suis journaliste. Je ne dis pas ça pour vous dire que vous ne savez pas beaucoup de choses. Mais si vous vous rapprochez vers certains Camerounais, vous allez tomber de votre chaise. Ok. D'accord. C'est-à-dire que si vous prenez la peine même de me rappeler en off, peut-être que si nous à Paris, qu'on se voit, qu'on en parle en face, je pense que je ne suis même pas sûr que vous aurez le pouvoir de dire certaines choses. Hein. Moi, je ne dirais pas des choses en vous disant que quelqu'un s'ouvrait. Hein. Des fois, c'est même des gens de ma famille hein, que je pourrais. Que je vous dis, lui, là, c'est mon cousin, lui, c'est mon frère, lui, c'est. Et vous pouvez taper certaines, vous avez. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a des gens. Je vais vous dire une chose. J'ai grandi à Paris avec un grand frère. Des fois, le monde en parle. Je ne peux pas parler de lui parce que c'est comme un frère pour moi. C'est un grand frère, tout ça. Mais quand vous voyez les grands frères qui avaient un discours comme j'étais jeune et qui sont rentrés au Cameroun un autre discours, vous vous demandez mais s'il y a une schizophrénie dans la tête du Camerounais. Je vous parle c'est mon grand frère, c'est que je dors chez lui à la cité quand on est ensemble, on boit nos alcools, il vient chez moi, mais je ne dis pas, je ne suis pas en train de parler mal de lui, parce que quand il va entendre, il va comprendre, mais je me demande si il n'y a pas une forme de schizophrénie qui a attrapé tous les Camerounais dans leur ensemble. Ouais. Bon, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, mais si vous avez du temps que vous êtes à Paris, on va prendre un verre, comme vous êtes journaliste, je me promets de vous dire des choses, pas on dit. On n'a pas dit on dit. D'accord. Et ce n'est pas on dit, c'est avec message, c'est avec de mon portable quand vous envoyez, vous allez lire, vous allez voir, vous allez comprendre que ce pays-là, moi-même je tremble. Je tremble parce qu'en fait, en réalité, même les militaires n'ont pas le pouvoir. Ou alors, ils sont tellement désorganisés qu'ils ne peuvent rien faire. Oui, tout à fait. C'est plus ça. Ou alors, c'est tellement un pouvoir militaire villageois que le prix du bain de sang est tellement élevé, l'équation, quand les militaires veulent prendre le pouvoir. Ils font l'équation du bain de sang. Un peu comme en Guinée-Conakry, hein. Ça se passe comme ça. Hein. N'importe quel villageois prend le pouvoir, on ne peut pas tirer sur lui. Après, l'histoire de Doumbouya, là, c'est un cirque. Des Malinqués, c'est un cirque. Et il y aura le même cirque de boule au Cameroun, hein. Ok. Non, mais parce que les gens ils sont introduits là, ils vont faire ci, ils savent ça. Je leur dis, le jour où ils sauront la vérité, ils prennent le cas de la Guinée-Conakry, ils comprendront le cirque qui va se passer au Cameroun. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Cher Dieudonné, je vous remercie beaucoup pour votre générosité et pour le temps que vous nous avez accordé. Vous savez, nous, on n'est pas détenteurs de la science infuse. Nous considérons qu'on a une agora et on est là pour irriguer le flux d'idées. Et donc voilà, tout le monde est le bienvenu et merci beaucoup vraiment. Je suis honoré d'avoir eu votre appel. C'est moi qui vous remercie de votre courage. Merci. Voilà, donc une très très belle contribution. Il y a un autre appel de Londres. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allô, Morgane, c'est Clébert. Oh, Clébert, bienvenue, on vous écoute. Merci. Mon propos, d'abord, je veux remercier Tani, Dieudonné. Mais de l'autre côté, je voudrais l'exhorter à y croire. Oui, allô? Oui, on vous écoute très bien. Oui, je vous entends. Morgane, c'est Clébert. Allô? Oui, Morgane, ouais, tu m'entends là? Oui, là c'est bon. Oui, mon propos, c'est d'abord pour remercier Monsieur Tani Dieudonné qui intervenait là tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi l'exhorter à y croire. Ça ne sert à rien d'injecter du pessimisme, et je ne le dis pas de manière, comment dirais-je, dérogatoire. C'est vraiment parce qu'il faut y croire. Et il a évoqué aussi tout à l'heure, il se demande si les Camerounais réalisent à quel point le pays est en désuétude. Mais que de décrire. La question, à mon avis, c'est que devrons-nous faire par rapport à cette situation? Et de plutôt aider à développer une stratégie pour
réveiller les consciences. Pour moi, c'est ça le plus important. On a des problèmes, on le sait. Il connaît des trucs que nous, on ne connaît pas et il peut nous aider à mettre ça en lumière. Mais au-delà du décrire, il faut développer une stratégie pour réveiller les consciences. Sur ce plan, par exemple, j'ai regardé, je peux appeler ça une conférence de M. Camto, qui expliquait que l'ECAM ferait croire aux gens qu'il n'y aurait que 19 000 de la diaspora qui seraient inscrits. C'est un scandale. Mais c'est révoltant. Mais qu'est-ce que nous, on fait, nous de la diaspora, qui contribuons énormément à soutenir le Cameroun? Toi, tu parles du côté social, ça n'existe pas chez nous. C'est nous, en fait, qui jouons ce rôle. Mais on a un gouvernement, on a des gouvernants qui nous traitent avec autant de dédain. Et nous, on accepte ça. Ouais. Pourquoi ne commencerons-nous pas, par exemple, par, je sais pas, un plan d'action, tout le monde signerait une pétition qu'on ferait circuler dans les missions diplomatiques pour demander à ces gens-là, et pas demander, pour prouver effectivement que des voix sont supprimées. Moi, je ne parle même pas des compatriotes qui ont pris les nationalités. Je parle seulement des Camerounais réguliers. Le code électoral, l'article, je crois que c'est 272, parle des Camerounais établis ou vivant à l'étranger qui ne s'inscriraient que sur des listes auprès des missions diplomatiques. Ça, c'est très, très malin, ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui habite à Avignon, il doit aller soit à Paris, soit à Marseille, ou le gars qui habite, je ne sais pas, à Catagne, en Italie, il doit aller à Rome. Mais est-ce qu'on réalise ça? On laisse ces gens-là nous marcher dessus. Nos frères noirs ne votaient pas aux États-Unis. Ils se levaient quand des Blancs entraient dans les bus. Jusqu'à ce qu'une femme refuse de se lever un jour, et ça a créé ce que ça a créé. Rosa Parks, je ne t'apprends rien. Pourquoi nous, on se laisse marcher dessus? Pourquoi nous, on ne peut pas réclamer nos droits? On passe du temps à décrire nos problèmes. Bah, très bien, on le fait depuis des années, mais ces gens, ils vont pas lâcher la prise. On doit leur forcer la main. Et je terminerai en exhortant encore le frère, Daniel Dieudonné, de participer avec nous à contribuer même, je dirais, à développer une stratégie pour faire entendre nos voix. Et pour ceux qui nous écoutent là, si eux, je dirais, c'est un appel, vous pouvez contacter Morgane par la suite parce qu'il y a des actions que nous sommes en train de vouloir mener et ces actions demandent des moyens. S'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Rien ne change, personne ne viendra changer les choses chez nous. Moi, je préfère l'action. Merci Morgane de me donner la parole. Merci, cher Kléber. C'était un plaisir. Et merci pour toutes ces contributions au débat qui sont importantes. Je vous parlais de Bidima Ella, et je vous parlais d'Ella Evina Ernest, qui était le patron du centre de machinerie, d'expérimentation et de machinerie agricole du Cameroun. Alors, c'est quoi la machinerie agricole? C'est dire que bon, quand on veut faire l'agriculture à un niveau industriel, il faut des outils pour ça, il faut des tracteurs et tout, si on veut vraiment faire les choses de manière sérieuse. Donc, à l'époque, déjà, le Cameroun s'était doté d'un centre comme celui-là. Et pourquoi je vous parle de lui? Alors, le président Biya, je me souviens qu'il a parlé il y a de nombreuses années à rebours de l'importance pour les Camerounais d'embrasser les métiers de la terre. Il ne parlait pas en l'air, puisque lui-même, il avait un projet qui est un projet agricole. Je connais des gens, c'est des jeunes ingénieurs sortis des écoles de l'ENSA, notamment deux jeunes ingénieurs Bassa qui se sont retrouvés à être un peu les chefs de projet, bien entendu sous la supervision de M. Ella Evina. Donc vous avez là un homme qui a été major de sa promotion, la 7e promotion. À l'époque, ce n'était pas encore l'ENSA, c'était
l'école fédérale d'agronomie. Et donc ce type, toute sa carrière, il a passé 42 ans à la tête de cette boîte-là, du cinéma. Et durant ces 42 ans, en fait, son talent a été privatisé. Donc il travaillait pour les projets agricoles du président, qui ne sont pas n'importe quoi. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quasiment des produits labellisés de chez lui qui d'ailleurs qui ne se vendent pas au Cameroun. La qualité est tellement bonne que bon, voilà, ça va directement dans les niches qui sont ciblées, c'est couru, quoi. C'est le type de production qui sont achetées même avant que ça ne finisse de pousser. Et ils n'ont pas qu'été agronomes, donc ils n'ont pas fait de l'agriculture. À un moment donné, ils ont fait aussi de la transformation. Alors, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour que vous compreniez un tout petit... Donc, nous avons quelqu'un qui est président de la République, qui sait ce qu'il y a dans la terre si on veut travailler de manière sérieuse, qui n'a jamais envisagé à aucun moment de dire, bon, écoutez, on va faire un grand plan pour subventionner nos agriculteurs, parce que, bon, voilà, si ça peut être une possibilité d'essor pour notre pays, eh bien, il faut donner les moyens aux Camerounais qui vont s'investir dans cette activité-là, afin qu'ils puissent voilà, bien faire les choses et tout. Non, non, non. Il a fait quoi? Il a plutôt pris le meilleur des meilleurs, qu'il a fait travailler pour lui durant toute sa carrière, quoi. C'est-à-dire qu'il travaillait pour son business personnel. Bon, je trouve que c'est des choses qui sont un peu regrettables. Vous voyez, n'en parlons pas beaucoup. Aujourd'hui, on a plus de 70% de notre population qui est assise dans les maisons et ils ne font rien, alors même que nous avons un formidable bassin hydraulique. Donc, nous avons des terres irriguées, irrigables. Et nous avons c'est un gisement d'opportunités important pour créer des emplois. En Bancomo, on fait du très bon bâton de manioc qui a matière à faire un pôle d'excellence. Un bâton de manioc labellisé Bancomo, c'est des milliers d'emplois qui peuvent se créer, pour ne pas dire des millions d'emplois, quand on met ensemble toutes les filières qui sont adossées les unes aux autres, la communication, le marketing, le transport, la logistique. Vous voyez, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous compreniez. Quand je vous parle tout le temps de la volonté que rien ne doit émerger au Cameroun, il y a bel et bien cette volonté. Parce que vous ne pouvez donc pas avoir comme président de la République un agriculteur et qui a réussi dans l'agriculture, il gagne des millions de francs dans l'agriculture. Le président Biya, vous voyez, beaucoup d'argent. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui avait falsifié sa signature à une époque pour toucher de l'argent dans l'un des comptes abondés par les revenus de cette agriculture-là du président. Ça avait été stoppé très très rapidement, mais quand même, le type a siphonné l'argent pendant un long moment avant qu'on ne découvre que voilà, il y a quelqu'un qui signait, mais ce n'était pas en fait le président, donc dans ce compte privé, pour dire que c'est quelqu'un qui sait l'impact que peut avoir l'agriculture. Donc si réellement il y avait une volonté étatique de faire avancer les choses dans ce domaine, eh bien, les choses se seraient déjà faites. Voilà, merci pour les appels. Il y a Armel qui essaie de nous joindre. Armel, vous pouvez nous rappeler maintenant là, pour qu'on essaie d'avoir une discussion avec vous, avoir votre contribution, et précieuse votre contribution, vous qui êtes très à l'aise avec les questions de spiritualité et de religiosité. Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Religiosité, c'est autre chose. Spiritualité, ça en est une autre encore. Donc, si vous pouvez nous appeler, parce que je me posais la question aujourd'hui, c'est bizarre. On n'a pas, bon voilà, Armel appelle, je vais lui poser la question directement. Allô, Armel? Allô? Oui, bonsoir, Morgane. Bonsoir, Armel. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Ah, je vais vous cueillir à chaud hein, avant que vous ne partiez sur ce que vous avez prévu partager avec nos frères. Je vais vous poser une question qui est simple parce que je m'interrogeais au cours d'un dîner avec des amis. Je me disais, mais au fait, alors il n'y a pas un continent où il y a autant de croyants qu'en Afrique, dans toutes les religions, avec des gens qui développent une vraie passion pour ces religions. Et en revanche, c'est aussi le continent qui concentre le mal, la haine, l'aigreur, toutes les petites tares là qui sont anti-progressistes. Donc,
je ne sais pas à quoi c'est dû en fait. Je voulais vous poser cette question, vous qui êtes très à l'aise sur les questions des religiosités. Vous avez peut-être une façon de comprendre ça? Oui, je crois que comme on a déjà eu l'occasion de le dire, en fait, la religion en Afrique s'est inscrite dans les systèmes qui sont mis en place, c'est-à-dire une véritable connivence avec les pouvoirs politiques pour manipuler les masses. Ce qui fait que les produits sortis de ces milieux-là, je veux dire les milieux religieux, correspondent exactement à ce que le système peut produire par ailleurs. Donc, la religion est complètement dévoyée et détournée de sa mission première. Donc, pour coloniser l'Afrique, on a instrumentalisé la religion. Mais aujourd'hui, avec les méga-churches et toutes les dérives et tout ce qui s'est construit autour, en fait, on est un peu retourné au même paradigme, aux mêmes choses dont on ne sait plus à quel sens se vouer en réalité. D'accord. Ok. Donc, merci pour l'explication que vous donnez. Vous aviez une communication à partager avec nous. On vous écoute. Oui, moi, je me réjouis de ce que les langues se délient, que les Camerounais osent parler du Cameroun, parler de tout ce que nous décrions dans ce pays. Je voulais d'abord un peu m'attarder sur quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois parce que plusieurs personnes ont dit mais Morgan Palmer, c'est un journaliste de talent, un professionnel, comment il a pu se faire avoir par le monsieur de Diem Liman et puis pourquoi il a accepté d'aller collaborer avec Georges Libert Baron là. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que il y a un décalage entre quelqu'un qui parle d'une situation de l'extérieur et quelqu'un qui est un insider. Parce que quand on a été au cœur du système à l'intérieur, oui, on a des témoignages de première main, on peut parler vraiment avec autorité de ce qu'on a vécu, de l'expérience qu'on a pu avoir, du ressenti même qu'on avait de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est un plus en réalité. C'est un plus. Parce qu'avant, on savait que ça allait mal au Cameroun, que le système était complètement pourri à l'intérieur, mais on n'avait pas des témoignages vraiment de personnes qui ont vécu ces choses-là, à part peut-être le livre 100% de Angoulou et Ballet, ou quelques informations, quelques bribes d'informations ici et là. Moi, je voulais un peu remettre les choses à leur place et dire que pour nous, ceux qui ont été à l'intérieur du système, qui ont un vécu de l'intérieur, qui sont des insiders, c'est des témoins de première main. C'est des témoins de première main. Et comme je disais, je me réjouis de ce que les langues se délient, comme le patriote qui est venu là et qui a dit qu'il en sait beaucoup, il connaît bien le système et autres. On a besoin de savoir parce que pour même sortir d'une situation, il faut déjà comprendre comment on en est arrivé là, ce qui s'est passé et comment opère cette mafia. Et de jour en jour, en fait, on se rend compte que même si c'était des hypothèses au départ, mais en réalité, tout se confirme. Tout se confirme. Parce que ce qui se passe avec l'histoire de Afriland, moi je veux parler de l'arrestation de M. Mbappou, Hervé Parfait, et de tout le pataquès, tout le tabac qui se fait autour. En fait, on se rend compte qu'on a des structures, on a des entreprises qui normalement sont des entreprises privées qui viennent pour booster l'économie, créer de l'emploi et autres, mais en réalité, ce ne sont que des façades qu'on nous présente. Ce sont en fait les tentacules du même système. Et depuis que cette histoire de Hervé Mbappou est en train de bouillonner, il y a un nom qui revient toujours. C'est un nom qu'on a
déjà entendu dans les Can Gate, les Covid Gate, les Savannah Gate. Oui, c'est le nom de monsieur Gakam. Voilà. Monsieur Gakam qui serait en fait l'homme de main, c'est lui qui fait le lien entre le palais et la banque Afriland. C'est lui qui prend les mallettes d'argent en liquide et tout pour aller distribuer de l'autre côté. Et c'est pour ça que dès que ce monsieur, Hervé Mbako a commencé à parler, il fallait l'arrêter rapidement. Il fallait le mettre aux arrêts au plus vite pour le faire taire. Oui, parce qu'il a plein de secrets dans son ventre. Ils ont quand même collaboré. On a essayé de venir nous faire la démonstration maladroite que non, il s'agit de quelqu'un qui a personnifié le contre-amiral Joseph Fouda et autres, que ce n'était pas lui. Mais ceux qui sont au courant nous disent que c'est une affaire qui date, qui dure depuis une dizaine d'années et que les transactions étaient régulières et c'est des affaires de gros sous. Et au final, c'est toujours les Camerounais, le peuple camerounais qui est escroqué, qui est défavorisé, méprisé et en fait privé de ce qui aurait pu l'aider à sortir de ce cercle vicieux dans lequel il se retrouve. Donc, c'est une mafia, on l'a toujours dit, et de jour en jour, et je pense qu'on en aura encore des démonstrations dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Voilà, c'est une mafia qui est bien organisée, qui a des tentacules dans tous les secteurs de l'économie et de la société camerounaise. Donc, j'ai entendu aussi le compatriote dire que au Cameroun, ce soir, on n'a pas d'armée, où ils ont peur, mais on sait que en fait, on l'a, même ceux qui sont à l'intérieur, on dit, voilà. Donc, la plupart des officiers supérieurs et des gens qui auraient pu vraiment prendre les choses en main, prendre leurs responsabilités et tout, ils ont été, en fait, comment dire, ils ont été émasculés, voilà. Ça, c'est pour le dire poliment. Ils ont été émasculés, donc ils n'ont plus l'énergie, la capacité et l'autorité pour lever la tête, pour pouvoir dire quoi que ce soit. Et beaucoup parmi eux sont aussi dans ces affaires d'argent. Il y a toujours des gates, il y a toujours des scandales financiers, il y a toujours des choses. Et comme moi je le dis toujours, il y a tellement d'argent dans ce pays. Personne ne devrait être pauvre au Cameroun. Le Cameroun est tellement riche. Mais le problème, c'est que cette mafia organisée accapare tout, ils captent tout, ils gardent tout. On ne sait même pas pourquoi ils amassent tant d'argent, ils construisent des empires financiers en réalité dont ils ne pourront même pas vivre et profiter pendant une vie. Il en faut 2, 3, 4 vies pour profiter de cet argent-là. Donc, okay. Nous disons que comme les langues se délient, pour que davantage de Camerounais qui ont des choses à dire, qui s'expriment, qui sortent du bois, qui osent, oui, s'exprimer parce que c'est non seulement une forme de thérapie, mais ça va aider à motiver ceux qui sont encore sidérés et timorés dans leur coin. Voilà. Ok. Merci beaucoup, cher Armel. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour toutes les contributions qu'on entend là. Et bon, sur les interpellations, bon, je ne vais pas toujours faire de mon cas personnel le sujet qu'on évoque. Bon, mais il y a quand même des éléments de réponse qu'on peut donner. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas caché ma proximité avec certaines personnalités de la République camerounaise. Il y a certains qui sont arrivés à Paris, qui m'ont dit oui, mais voilà, toi tu fais seulement les choses pour les pays des autres et tout. Il est important que tu viennes aussi. On a un appel, je vais le prendre du Canada. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, mon cher Morgan. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci déjà de cet honneur, de ce privilège que vous me faites de participer à
à votre débat. Je tiens déjà à saluer tous qui nous écoutent. J'aimerais un peu apporter ma contribution sur plusieurs points. Donc déjà le point sécuritaire et le point spirituel. D'accord. Donc, nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Donc, j'aimerais d'abord l'aborder dans le sens sécuritaire d'abord. Je vois depuis un certain temps le vent du soulèvement de certains chefs militaires ou de certains militaires dans le pays, dans la sous-région. Donc le débat également anime les chaumiens au niveau du Cameroun. Mais sauf que les gens ne comprennent pas que la situation du Cameroun est complètement différente. Parce qu'au Cameroun, les militaires, surtout les chefs militaires, sont engraissés. Mais comment est-ce qu'ils vont se lever pour essayer de renverser leur table? Parce que leur table est confortablement installée. Et donc ils se couvrent, ils s'engraissent. Donc personne ne peut renverser sa propre table qu'il a lui-même dressée. Donc nous voyons déjà que c'est déjà compliqué pour que les chefs militaires ou les militaires se lèvent. Il y a un phénomène au pays que vous devez vraiment faire très attention. Déjà, au pays, il y a cette particularité. Quand vous voyez des gens qui se lèvent et qui s'érigent en grands opposants, faites très attention avec ces personnes. Parce que ces personnes ont pour objectif de créer ce qu'on appelle la diversion. La diversion comment? Pour en fait identifier les vrais opposants. En fait, les vraies personnes qui ont vraiment soif au changement. Donc, ils créent un mouvement, ils attirent les vraies personnes qui ont soif au changement pour complètement les éteindre dans l'œuf. Donc, pour ceux qui connaissent très bien la sphère politique, comme on disait tout à l'heure, que le Cameroun est géré comme une famille. Et c'est même le modèle, parce que j'écoute aussi souvent les gens disent quel est le modèle de gestion au Cameroun, c'est la dictature ou non. C'est une gestion familiale. Parce que nous comprenons même quand on a un mouvement, les séismes, les éboulements par-ci, les inondations par-là, on sort l'argent du contribuable, on nous dit c'est le don. Et où est donc la contribution de l'État ou du pays? Parce que le pays doit venir en aide. Donc on nous dit, le père de la nation a fait un don. Donc, vous voyez comment déjà le modèle, c'est un modèle de gestion familiale. Comment un père de famille peut gérer sa famille. C'est ce modèle qui est en réalité installé au Cameroun. Donc pour ceux qui cherchent le modèle de gestion au Cameroun, c'est déjà la réponse. Ce n'est ni la dictature, ni quoi que ce soit, c'est le modèle familial qui est installé au Cameroun. Donc, et d'un autre côté, raison pour laquelle moi j'entends souvent les gens, retrouvons-nous, faisons un mouvement. Est-ce que les gens, les Camerounais savent les mouvements scientifiques qui ont été avortés? Tellement de mouvements qui ont été montés pour essayer de faire changer les choses. Mais cela n'a pas marché. Parce que soit des gens qui montent, parce que le régime en place, dès qu'il reste par exemple 5-10 ans, ils font monter un mouvement pour essayer de prendre le pôle et de détruire tous qui ont des vraies aspirations de
changement. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, tous les services que nous voyons au Cameroun, par exemple la DGRE, le service extérieur, renseignement, le contre-espionnage à l'intérieur, tout ça, ces organisations n'ont que pour but, ils ne peuvent même pas espionner même le petit Tchad, même la Guinée équatoriale, ils ne font rien. Leur travail, c'est de maintenir et d'espionner le Cameroun. En fait, leur sphère de travail, c'est à l'intérieur du pays, c'est même pas à l'extérieur. Parce que, si vous voyez, dès qu'ils ont même l'information, c'est les services extérieurs qui les informent même des menaces même, parfois, de leur pays. Donc, ça veut dire qu'ils ne servent absolument à rien. Mais ils sont beaucoup plus efficaces à l'intérieur parce qu'en fait, ils doivent maintenir le Cameroun. Toutes les couches sont, comment dirais-je, neutralisées aujourd'hui. Ils maîtrisent tout, les taximens, le monde, la nuit, tout ça, ils contrôlent tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons maintenant dans le monde, en fait, dans le domaine spirituel. Quel qu'en soit, je le dis toujours même aux amis, quel qu'en soit le mouvement scientifique pour le changement qui peut être implémenté au Cameroun, cela sera voué à l'échec. Ce n'est pas pour décourager les gens, mais pour donner, comment dirais-je, restituer la vérité. Depuis 1984, le Cameroun n'est plus dirigé par un humain. Je pèse bien mes mots. Depuis 1984, le Cameroun n'est plus dirigé par un humain. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un peu comme l'histoire du peuple juif au temps de Salomon, qui a été injecté de son trône et que le peuple a été dirigé plusieurs années par un être autre que humain. Si vous voyez un peu l'histoire du peuple juif, le peuple juif a été dirigé à un moment donné de leur histoire par une entité qui n'était pas humaine au temps du règne de Salomon. Donc, c'est le même scénario au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont neutralisé le centre spirituel, je dirais, la Mecque ou le centre spirituel du Cameroun, qui serait Ngor Touba. En fait, qui est Ngor Touba? Posez-vous la question, pourquoi les catholiques ont dépensé de l'énergie et des moyens pour aller mettre une croix de plus de 5 tonnes dans nulle part, dans un lieu perdu? Pourquoi ils ont dépensé autant d'énergie, autant de moyens pour aller poster cette croix au niveau de la roche Ngor-le-Touba? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que quand vous voulez prendre un lieu en possession, vous devez d'abord identifier l'homme fort. Dès que vous neutralisez l'homme fort, vous pouvez piller cette maison. Donc, l'homme fort au niveau de Ngor-le-Touba, parce que si nous remontons en 836 ou plus loin, Ngor-le-Touba était un lieu spirituel pour tous les Camerounais. Aujourd'hui, par exemple, la zone, l'emplacement géographique est aujourd'hui en train de confier ça au Bassa, mais non, Ngor-le-Touba n'est pas une propriété des Bassa. C'est une propriété du Cameroun. Ngor-le-Touba est au centre du Cameroun. Et tous les peuples du Cameroun venaient spirituellement se ressourcer à Ngor-le-Touba. Et aujourd'hui, Ngor-le-Touba est complètement fermé. Et moi, je pose toujours cette question. Face à cela, où sont les gardiens de la tradition? Où sont les chefs spirituels? Ils sont complètement vidés parce qu'on a éteint le flambeau. Et aujourd'hui, on peut nous inviter des entités qui n'ont rien à y voir
avec nos aspirations. Posons-nous notre question. Pourquoi subitement l'élan de développement que Ahidjo avait déjà installé s'est complètement interrompu? Pourquoi? Pourquoi? Donc, nous voyons clairement qu'il y a eu un changement. On peut aujourd'hui accuser les Occidentaux, mais non! Les Occidentaux ne peuvent pas nous empêcher même d'avoir de l'eau potable, ni d'avoir même des pistes de route pour nous déplacer. Mais c'est la moindre des choses. Nous avons une part de responsabilité et cette responsabilité est sur ceux qui nous dirigent, ceux qui sont censés donner les pistes de développement pour faciliter la vie dans tous les domaines au peuple. Mais dommage que ce ne sont plus les aides qui nous gouvernent. Donc, je ne sais pas si je fais comprendre un peu là. Oui, on vous écoute avec beaucoup d'assiduité, hein. On vous écoute. Ouais. Oui. Donc, j'aimerais aussi ajouter pour encourager et confirmer tout ce qui nous écoute. En ce moment, la spiritualité du Cameroun, qui est censée nous donner à tous le bonheur, est debout. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Ceux qui nous dirigent n'ont plus le contrôle aux entités que eux-mêmes ont invitées pour venir asseoir leur pouvoir. Ils ont complètement perdu le contrôle. Eux-mêmes ne savent même plus ce qui se passe. Parce que les entités se sont développées et ont développé ce qu'on appelle l'indépendance. Ils ne sont plus sous leur contrôle. Ils ne peuvent plus les diriger, ils ne peuvent plus les contrôler. Et d'où nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Et notre travail est en ce moment de renvoyer ces entités d'où dans leurs origines, dans leur lieu d'origine, et libérer notre Cameroun. D'où nous allons tout faire pour s'aimer la confusion entre ceux qui nous dirigent et dévoiler tous leurs secrets. Et aujourd'hui, soyez prêts, vous allez voir les révélations au Cameroun vont sortir en cascade. Et attendez, vous n'avez encore rien vu. Ça va barder. Donc, c'est notre travail aujourd'hui de restaurer l'ordre actuel dominant au Cameroun, ou d'origine du Cameroun. Donc, je vous conseille d'être calme. Je ne dis pas que les gens doivent croiser les bras. Tout le monde devrait quand même jouer sa partition dans son domaine, bien entendu, respectif. Mais nous nous concentrons dans le monde, dans le domaine spirituel que nous voyons qui a un rôle très important à jouer et qui n'est pas à négliger dans la situation que nous voyons au Cameroun en ce moment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, mais c'était très édifiant. Vous savez, nous laissons parler parce que justement, le problème que nous rencontrons dans notre pays aujourd'hui, c'est que les gens ne s'écoutent plus. Hein, on ne prend pas le temps d'écouter les autres. Et puis, du coup, ça crée une cacophonie. Donc, moi, je vous remercie beaucoup pour cette contribution, cher frère du Cameroun. Oui. J'aimerais aussi encore ajouter que tous ceux qui ont joué un rôle, pour mettre notre pays là où le pays est aujourd'hui, ils rendront compte. Tout ce qu'ils font, l'aller cacher quelques miettes par-ci par-là, à gauche et à droite, créer des bêtes, non. On consigne tout. Tout est consigné. Les Camerounais sont partout dans le monde. Ils ne se cacheront pas. Il n'y aura pas
un lieu sur terre où ils pourront se cacher. Comme on ne pourra pas les trouver, on va les trouver, même s'ils ne sont plus là, leurs enfants, leurs progéniture répondront. C'est clair. Ah oui, la spiritualité nous donne quand même le droit de faire payer jusqu'à la 4e génération. Donc, même si les parents échappent aujourd'hui, leur progéniture, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-enfants répondront. Ça, c'est clair. Soyez sûrs pour ceux qu'on les connaît tous. Même ceux qui se croient cachés, on les connaît. Ils ne sont pas cachés. Tout est consigné. C'est ce que je voulais ajouter encore. Sorti par là. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée du côté du Canada. À bientôt. C'est à moi de vous remercier. Merci et du courage. Merci. Voilà. Donc, tout est dit. De toutes les façons, je vous l'ai dit il y a quelques mois que on était vers la mise en place d'un nouvel ordre cosmique dans notre pays. C'était pas juste de simples paroles. Et même parmi ceux qui sont responsables de la KPJ actuelle, ceux qui ont une certaine vie spirituelle, ils savent très bien de quoi nous parlons. Et donc, on va vers un phénomène qui va s'accélérer les prochains temps. Vous savez, quand une force est trop importante, on ne peut pas la détruire de l'extérieur, elle s'autodétruit. On parle de l'implosion d'un système. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, justement, ils ont trop travaillé à se renforcer. Notre frère, tout à l'heure, parlait de ces entités maléfiques qui ont été commandées de l'extérieur pour venir au Cameroun asseoir le pouvoir de ces gens-là. Au prix de quoi? Au prix des crimes, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez tout un pays aujourd'hui, cette lobotomisation, où parfois vous discutez avec des gens que vous avez connus hier, qui avaient toute leur tête, qui avaient tout leur sens, mais vous les voyez réduire à l'idolâtrie, à adorer les idoles, à l'adoration des idoles. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est toujours cette même personne avec qui j'ai changé hier? Non, il ne faut pas leur en vouloir. C'est des gens qui sont dans un processus, ils sont malades. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans notre pays pour asseoir ce système-là, histoire de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. D'où les formules comme après l'IA, c'est l'IA, ou les formules comme le système debout, que vous pouvez entendre. Ce n'est pas des simples paroles qui sont prononcées en l'air, c'est des paroles qui répondent de cette logique-là. Voilà, les amis. Vous vous souvenez, on en avait un tout petit peu parlé ici. Je disais que nos amis de Tel Aviv, ils devaient faire un peu attention de ne pas se mêler de tout ce qui tourne autour des questions successorales au Cameroun. Bon, ceux qui ne comprennent pas ce langage d'initié avaient tendance à dire de quoi il parle et tout. Bon, il m'a été rapporté que hier, un établissement qui avait la propriété de nos frères de Tel Aviv au Cameroun, pour ne pas citer le patron du BIR, a été, bon, pas attaqué, mais a subi un contrôle un peu musclé des forces de police. Alors, comme ça, à première vue, pour les profanes, ça ne veut rien dire. Mais nous savons ce que ça veut dire derrière. Bon, je dis ça et puis je pense qu'il faudrait qu'on sorte de notre direct, sur ça. C'est pour dire que, bon voilà, de toutes les façons, les choses sont en train de se mettre en place. Ça ira plus vite que les gens l'attendent. Plus vite que les gens l'attendent. Mais tous ceux qui rêvent de schémas, de continuité, bon, ils peuvent toujours rêver. On va empêcher à personne de rêver, mais il est impossible qu'il ne fasse pas beau bientôt au Cameroun. Il va faire beau au Cameroun bientôt. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et vraiment que les gens n'aient peur de rien. Il n'y a pas de raison de venir sur cette terre, de parader et de ne servir à rien à sa communauté, de ne servir à rien à l'humanité. Ouais, si c'est ça la vie, ben c'est pas la peine de vivre. Vous comprenez un tout petit peu. Donc voilà, il faut avoir peur de rien. Ne donnez pas de pouvoir à des gens de considérer qu'ils peuvent attenter à votre vie, qu'ils peuvent vous ôter la vie. C'est que des pauvres humains, c'est des pauvres mecs au karma tellement grossi que voilà, il ne faut pas en plus leur donner ce pouvoir-là sur vous en ayant l'esprit, les idées habitées par
une quelconque supériorité de ces gens-là par rapport à vous. Voilà, donc soyez forts, tenaces, et puis n'ayez pas peur de jouer chacun sa partition. Bon, après, je comprends que pour des raisons logiques, tout le monde n'a pas vocation à toujours se mettre au devant d'un combat, mais chaque Camerounais peut jouer une partition à son niveau, en apportant une information, en mettant son grain de sable pour casser la dynamique qui a triomphé depuis 42 ans. Bref, on a tous des choses à faire et j'en profite. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont mobilisés. Alors, ça n'a pas commencé d'un seul coup. Bon, c'est pour ça qu'il est important d'être régulier, d'être constant dans ce qu'on veut faire. Beaucoup de gens nous rejoignent au fil du temps et nous apportent une aide, mais précieuse. Ils ne se rendent même pas compte. Je voulais remercier tous ces Camerounais-là et tous ces gens de l'étranger, d'ailleurs, qui sont mobilisés pour appuyer la démarche qui est la nôtre. Toutes les informations que vous nous donnez sont les bienvenues, elles sont utiles à tous les gens. Et aussi, je voulais passer un message à tous ces gens qui sont mobilisés par les services. Ils ont battu le rappel des troupes de tous leurs réseaux dormants partout en Europe. Le but, neutraliser des gens comme nous qui disons qu'il faut que notre pays ait un autre avenir, qu'on se batte pour les autres choses aux nouvelles générations. Alors, à tous ces petits agents-là, tous ces gens qu'on envoie, je veux vous dire, ne perdez pas votre temps. Ça ne se passera pas comme ça. On ne tue pas tout le monde. Je le dis depuis beaucoup de temps et je ne sais pas pourquoi on s'entête. Il y a une fin des choses. Vous avez entendu un frère tout à l'heure qui a révélé avoir été au courant des péripéties qu'on fait subir moi personnellement, et nous on est au courant des péripéties qu'on fait subir à d'autres Camerounais, sauf que nous on ne laisse plus passer. Quand on a un truc comme ça, on l'arrête immédiatement. En tout cas, nous utilisons les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition pour arrêter ça. Donc, remercier qui? Eh bien, remercier tous nos frères du pays, tous là qui sont dans tous les services de notre pays, administratifs, palais, les forces de sécurité, qui ne sont pas d'accord de la manière dont les choses se passent et qui n'hésitent pas à nous envoyer souvent des petits biscuits, des petites informations qui permettent de protéger, de sauver d'autres et de fragiliser ce système-là. Merci vraiment à eux du fond du cœur. Malheureusement, je ne peux pas les appeler nommément pour les protéger. Les combats à venir sont plus importants. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne semaine à venir et puis on se reparle très très vite. À bientôt. Il fera beau au Cameroun. Bientôt. Au revoir.